Dans les plaines glacées de l'Islande du Xe siècle, un nom résonne encore aujourd'hui avec la force d'un coup de tonnerre. Gunnar Amundarson de Lidarendi. Son histoire n'est pas celle d'un simple guerrier viking, mais celle d'un homme pris dans l'engrenage fatal des vengeances familiales qui ont défini la société islandaise médiévale. Un homme capable de sauter sa propre hauteur en armure complète, un archer dont les flèches ne manquaient jamais leur cible, un combattant qui maniait l'atgeir avec une telle maîtrise qu'il semblait brandir 3 armes à la fois. Gunnar est né en 945 dans la région de Fliotslid, dans le sud de l'Islande. Son père, Amund Gunnarsson, était un chef respecté qui possédait des terres fertiles à Lidarendi. La ferme familiale s'étendait sur une colline qui offrait une vue spectaculaire sur les plaines environnantes et les montagnes au loin. C'est dans ce cadre que Gunnar a grandi, entouré des valeurs de l'honneur et de la loyauté qui définissaient la société viking. Dès son enfance, Gunnar manifestait des capacités physiques exceptionnelles. Les sagas le décrivent comme un jeune homme d'une beauté remarquable. Grand, aux cheveux blonds et bien coiffés, aux yeux bleus perçants, au teint coloré et au nez droit avec une pointe relevée. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui attirait l'attention. Sa force physique et son agilité dépassaient tout ce que les Islandais avaient pu voir auparavant. Gunnar excellait dans tous les sports et jeux de compétition de son époque. Il pouvait nager à travers les rivières les plus larges sans difficulté. Il était capable de lancer des pierres avec une précision mortelle, frappant ses adversaires entre les yeux à des dizaines de mètres de distance. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était sa capacité à sauter sa propre hauteur tout en portant une armure complète, aussi bien en avant qu'en arrière. Cette prouesse athlétique était considérée comme quasi surhumaine par ses contemporains. Son talent au tir à l'arc était tout aussi impressionnant. Gunnar pouvait fendre un cheveu avec ses flèches, dit-on. Cette maîtrise de l'arc ferait de lui l'un des archers les plus redoutés de son époque. Mais son arme de prédilection était l'atgeir, une sorte de hallebarde ou de glaive que les historiens modernes peinent encore à identifier précisément. Gunnar avait conquis cette arme légendaire lors d'un raid viking sur l'île d'Eissisla, l'actuelle Saaremaa en Estonie, en la prenant à un guerrier nommé Hallgrímur après l'avoir vaincu au combat. L'atgeir de Gunnar est devenu aussi célèbre que l'homme lui-même. C'était une arme à long manche qu'il utilisait aussi bien pour trancher que pour transpercer. Il pouvait s'en servir pour sauter sur le dos de son cheval et au combat, il l'utilisait avec une technique mortelle particulière. Il transperçait ses ennemis avec la pointe, puis les soulevait en l'air avant de les projeter au sol. Cette manœuvre spectaculaire et terrifiante est devenue sa signature sur le champ de bataille. Malgré ses capacités guerrières phénoménales, Gunnar n'était pas un homme assoiffé de sang. Les sagas insistent sur ce paradoxe qui le définissait. C'était un guerrier suprême qui détestait tuer. Après une bataille particulièrement sanglante, il confia à son frère Kolskegger une réflexion troublante. « Ce que je ne sais pas, c'est si je suis moins viril que les autres hommes, car tuer me trouble plus qu'eux. » Cette sensibilité inhabituelle pour un guerrier de son époque révélait la complexité de Gunnar. Il était poli mais ferme dans ses manières, généreux avec ses biens, fidèle à ses amis et toujours prêt à donner de bons conseils. Quand une famine frappa l'Islande, Gunnar partagea ses provisions avec ceux qui en avaient besoin jusqu'à épuiser ses propres réserves. Cette générosité légendaire lui valait l'affection du peuple. Cependant, les gens ne le considéraient pas comme particulièrement intelligent à cause de sa façon de parler. C'était une perception trompeuse. Ses actions et ses décisions montraient une sagesse et une compréhension profonde des situations complexes. Gunnar était simplement un homme qui préférait agir plutôt que discourir. Il aimait les plaisirs de la vie. Il buvait volontiers lors des banquets et appréciait la compagnie de ses amis. Mais au-delà de tout, il valorisait l'honneur et la réputation. Dans la société islandaise du Xe siècle, l'honneur était plus précieux que la vie elle-même. Une insulte ne pouvait être lavée que par le sang ou par une compensation appropriée. C'est cette conception de l'honneur qui allait inexorablement conduire Gunnar vers son destin tragique. La relation la plus importante dans la vie de Gunnar était son amitié avec Njal Thorgeirsson de Bergtorshvoll. Njal était tout le contraire de Gunnar sur bien des points. Là où Gunnar était un guerrier sans pareil, Njal était un sage conseiller dépourvu de force physique. Là où Gunnar agissait spontanément, Njal réfléchissait longuement. Njal était un expert en droit islandais
et possédait des dons prophétiques qui lui permettaient de voir les conséquences futures des actions présentes. Ces deux hommes si différents formaient une paire complémentaire parfaite. Gunnar venait régulièrement consulter Njal pour obtenir ses conseils sur les affaires légales et les décisions importantes. Njal admirait le courage et l'intégrité de Gunnar et faisait tout son possible pour le protéger des pièges de la société islandaise. Leur amitié était si profonde qu'elle résisterait à tous les conflits qui opposeraient leurs familles par la suite. Vers 972, Gunnar entreprit un voyage en Norvège avec son frère Kolskegr à bord du navire du marchand norvégien Alvardr le Blanc. Ce voyage marquait sa première expédition au-delà des côtes islandaises. Pendant la traversée, le navire fut pris dans une terrible tempête près des côtes norvégiennes et attaqué par deux berserkers notoires, Vandil et Karl, qui naviguaient sur leur propre drakkar. Les berserkers étaient des guerriers vikings qui entraient dans une frénésie de combat, combattant avec une rage animale qui les rendait apparemment insensibles à la douleur. Ils attaquèrent souvent les navires marchands pour les piller. Mais Vandil et Karl avaient sous-estimé leur proie. Gunnar et Kolskegr montèrent sur le pont et affrontèrent des berserkers. Le combat fut bref, mais intense. Gunnar utilisa toute sa panoplie de compétences. Ses bonds spectaculaires lui permettaient d'éviter les coups mortels, et son Adgeir transperça Vandil avec une précision chirurgicale. Les berserkers furent tués et leur navire capturé. Cette victoire apporta à Gunnar une renommée immédiate en Norvège. Quand ils accostèrent, les nouvelles de leur exploit s'étaient déjà répandues. Le roi Harald Grofeld lui-même les reçut avec honneur. Gunnar passa plusieurs mois en Scandinavie, visitant la Norvège et le Danemark, où ses victoires contre les pirates vikings lui valurent une réception chaleureuse dans les cours royales. Il participa à 2 batailles navales contre des vikings pirates et en sortit victorieux à chaque fois. Sa réputation de guerrier invincible se répandit dans tout le monde nordique. Les jarls et les rois le traitaient avec respect, et il accumula richesse et honneur. Mais malgré tous ses succès à l'étranger, Gunnar restait attaché à sa terre natale. Après environ 1 an d'absence, il retourna en Islande, ramenant avec lui des trésors et une renommée qui avait traversé les mers. Au retour de Gunnar, ses exploits furent annoncés à l'Althing, l'assemblée annuelle où tous les hommes libres d'Islande se réunissaient pour régler les affaires légales et sociales. C'était aussi l'occasion de grandes festivités et de rencontres. C'est là que Gunnar aperçut Algerdur Höskuldsdottir, surnommée Langbrock, ou Pantalon long. Algerdur était une femme d'une beauté exceptionnelle. Elle avait de longs cheveux magnifiques qui lui tombaient jusqu'à la taille, et une présence qui attirait tous les regards. Mais sa beauté cachait un caractère difficile et vindicatif. Elle avait déjà été mariée 2 fois, et ses 2 premiers maris étaient morts dans des circonstances violentes. Le premier avait été tué par son père adoptif, Thjostolfur, après que Algerdur se soit plainte de lui. Le second avait également été tué par Thjostolfur après un désaccord. Lorsque Gunnar demanda la main de Algerdur, Njal lui déconseilla fortement ce mariage. Avec son don de prophétie, Njal voyait les problèmes que cette union causerait. L'oncle de Algerdur, Rutur, avait lui aussi mis en garde Gunnar en disant qu'il avait remarqué des yeux de voleurs chez sa nièce dès son enfance. Mais Gunnar était épris. Il voyait en Algerdur une femme digne de sa réputation, belle et fière. Il ignora les avertissements et l'épousa. Le mariage fut célébré en grande pompe. Les fils de Njal et les membres du clan Sigfusson s'assirent de part et d'autre des mariés à la table du banquet, préfigurant les conflits futurs entre ces familles. Lors du banquet de mariage, Thrain Sigfusson profita de l'occasion pour divorcer de sa propre femme acariâtre et demander la main de Thorgerdur, la jeune fille de Algerdur issue d'un précédent mariage. Ainsi, il y eut 2 mariages ce jour-là. Chaque année, Gunnar et Njal organisèrent des banquets pour célébrer leur amitié. 1 an après le mariage, c'était le tour de Njal de recevoir. C'est lors de ce banquet que les premiers signes du caractère explosif de Algerdur se manifestèrent. Bergthora, l'épouse de Njal, fit un commentaire sur l'amertume du caractère de Algerdur. L'insulte ne fut pas oubliée. Algerdur, blessée dans son orgueil, décida de se venger. Elle ordonna à l'un des serviteurs de Bergthora d'être tué. Gunnar, apprenant ce meurtre, en fut horrifié.
Il paya lui-même la compensation à Njal en argent. Mais Bergthora, suivant les règles de la vengeance familiale, riposta en faisant tuer un serviteur de Algerdur. Njal paya à son tour la compensation. Ce cycle de vengeance se répéta 6 fois, les meurtres devenant de plus en plus personnels et les victimes de plus en plus importantes dans les 2 maisonnées. Chaque fois, Gunnar et Njal payaient les compensations et tentèrent de maintenir leur amitié malgré les actions de leurs épouses. Le dernier meurtre fut particulièrement douloureux. Thordur, le père adoptif des fils de Njal, fut tué. Mais même cette perte terrible ne brisa pas l'amitié entre les 2 hommes. Ils continuèrent à se rencontrer, à se conseiller mutuellement et à chercher la paix. La première véritable tuerie de Gunnar survint à cause d'un incident provoqué par Algerdur. Une terrible famine s'abattit sur l'Islande quelques années après leur mariage. Gunnar, fidèle à sa nature généreuse, partagea ses provisions avec la communauté jusqu'à ce que ses propres réserves soient presque épuisées. Il se rendit alors chez son voisin Otkell pour acheter du foin et de la nourriture. Otkell était un homme désagréable et avare, conseillé par son ami Skamkel, un individu malveillant et menteur. Quand Gunnar demanda à acheter des provisions, Otkell, sur le conseil de Skamkel, refusa catégoriquement. Cette insulte était grave dans une société où l'hospitalité et l'entraide étaient des valeurs fondamentales, surtout en temps de famine. Algerdur, apprenant ce refus, décida de prendre les choses en main. Elle ordonna à Melkolfur, un esclave irlandais qu'Otkell avait vendu à Gunnar parce qu'il était un mauvais travailleur, de voler du beurre et du fromage dans la ferme d'Otkell et d'incendier son entrepôt. Melkolfur obéit, sachant que cet acte signerait probablement sa propre mort. Quand Gunnar découvrit ce que Algerdur avait fait, il fut furieux. Devant ses invités, il la gifla publiquement. C'était une humiliation profonde pour Algerdur, une gifle qu'elle n'oublierait jamais et qui jouerait un rôle crucial dans le destin de Gunnar. Malgré sa colère, Gunnar chercha immédiatement à faire amende honorable. Il offrit à Otkell une compensation généreuse pour le vol et l'incendie. Mais Skamkel, toujours malveillant, convainquit Otkell de refuser toute compensation et de porter l'affaire devant l'Althing. Gunnar accepta le jugement et, avec l'aide de Njal, réussit à proposer un arrangement inhabituel. Il rendrait l'esclave Melkolfur et, en compensation de sa perte, il s'attribuerait à lui-même la valeur de la nourriture volée et de l'entrepôt détruit. Ainsi, rien n'était effectivement payé, mais un règlement formel était établi. Gizur le Blanc, qui présidait le cas, accepta ce jugement intelligent. Cependant, Gunnar refusa catégoriquement de devenir ami avec Otkell. Cette décision allait avoir des conséquences. Peu de temps après le jugement, Otkell se rendit chez un ami nommé Runolfr, qu'il avait invité pour le remercier d'un cadeau précédent. Otkell possédait 2 chevaux réputés comme les meilleurs d'Islande. Sur le chemin du retour, ses chevaux s'excitèrent et se mirent à courir. Otkell, dépassé par leur vitesse et portant des éperons, croisa Gunnar sur le sentier. Son cheval heurta violemment Gunnar et l'éperon d'Otkell entailla profondément l'oreille de Gunnar. Le sang coulait abondamment de la blessure. Skamkel, toujours prompt à envenimer les situations, répandit la rumeur que Gunnar avait pleuré quand il avait été frappé. Cette rumeur était une insulte grave dans une société où montrer de la faiblesse était considéré comme déshonorant. Gunnar et Kolskegger décidèrent qu'ils ne pouvaient laisser passer cette offense. Ils tendirent une embuscade à Otkell et Skamkel sur le chemin et les tuèrent ainsi que leurs compagnons. Gunnar savait qu'il devrait payer pour ces meurtres à l'Althing suivant. Il accepta cette conséquence. Mais c'était le début d'une série de tueries qui allait définir le reste de sa vie. Njal le mit en garde. C'est le début de ta carrière de tueur. Après le meurtre d'Otkell, Gunnar fut entraîné dans un combat de chevaux contre un homme nommé Starkadur. Les combats de chevaux étaient des événements populaires en Islande où 2 étalons étaient opposés l'un contre l'autre et les propriétaires pouvaient également en venir aux mains. Lors de ce combat, les adversaires de Gunnar trichèrent ouvertement. Cela dégénéra en bagarre, puis en conflit plus large. Starkadur, son fils Thorgeir Starkadarsson et Thorgeir Otkelsson, le fils d'Otkell que Gunnar avait tué, décidèrent de tendre une embuscade à Gunnar et Kolskegger pour les assassiner. Ils rassemblèrent 14 hommes et attendirent sur un chemin que les 2 frères devaient emprunter. Mais Gunnar et Kolskegger n'étaient pas seuls. Leur 3e frère, Hjort, les accompagnait.
Quand l'embuscade se déclencha, Gunnar et Kolskegger firent preuve de leur maîtrise du combat. Gunnar bondissait dans les airs, évitant les coups mortels et frappant avec son adguerre. Il transperça Egil et le souleva en l'air avant de le projeter au sol, mort. Kolskegger se battait avec une épée courte avec une efficacité redoutable. Quand Kol transperça la cuisse de Kolskegger avec sa lance, ce dernier répliqua immédiatement en tranchant la jambe de Kol, le tuant sur le coup. Starkadur encouragea Thorir à attaquer, bien que Thorir sache que cela signerait sa mort. Thorir blessa mortellement Hjort d'un coup à la poitrine. Comme prévu, Gunnar le trancha en deux à la taille immédiatement après. Le combat continua avec une violence inouïe. Gunnar et Kolskegger séparaient par les têtes et les membres des corps les uns après les autres. Les assaillants commencèrent à fuir. Gunnar les poursuivit non pas pour les tuer, mais pour leur infliger des blessures. Il leur dit qu'il serait difficile pour eux de raconter de bonnes histoires sur la bataille sans quelques blessures sanglantes à montrer. Sur les 14 attaquants, Gunnar et Kolskegger en tuèrent 14, mais perdirent leur frère Hjort dans le combat. Cette perte fut profondément ressentie. Gunnar enterra Hjort à sa ferme et de nombreuses personnes vinrent pleurer cette mort. Njal avertit alors Gunnar d'une prophétie terrible. « Tu ne dois jamais tuer deux hommes de la même famille, sinon cela causera ta mort. » Gunnar prit cet avertissement au sérieux, mais le destin en décida autrement. Mor Valgardsson, un homme rusé et malveillant qui deviendrait l'ennemi juré de Gunnar, complota pour que cette prophétie se réalise. Mor persuada Thorgeir Starkadarsson, le fils de Starkadur qui avait participé à l'embuscade précédente, de devenir ami avec Thorgeir Otkelsson. Les deux hommes, unis par leur haine de Gunnar, décidèrent de tenter de nouveau de l'assassiner. Avec d'autres complices, ils tendirent une embuscade à Gunnar et Kolskegger. Mais encore une fois, Gunnar et son frère prouvèrent leur supériorité au combat. Thorgeir Otkelsson fut tué dans l'affrontement. C'était le deuxième membre de la famille d'Otkel que Gunnar tuait. La prophétie de Njal venait de se réaliser. À partir de ce moment, le destin de Gunnar était scellé. À chaque Althing, Gunnar payait des compensations en argent pour les hommes qu'il avait tués. Les montants étaient considérables, mais Gunnar les payait sans hésiter. Son honneur l'exigeait. Cependant, les familles des morts ne cherchaient pas seulement l'argent. Elles voulaient du sang. Ger le prêtre et Gizur le Blanc, deux hommes puissants dont les proches avaient été tués par Gunnar, commencèrent à rassembler une coalition contre lui. Finalement, lors d'un Althing, après de longues délibérations légales où Njal utilisa toute son expertise juridique pour défendre son ami, Gunnar fut déclaré hors la loi. La sentence était l'exil pour 3 ans. Gunnar devait quitter l'Islande ou être tué par quiconque le souhaitait sans conséquences légales. C'était une sentence de mort différée, à moins que Gunnar n'accepte de partir. Gunnar accepta la sentence d'exil. Il savait que c'était la seule façon d'éviter une mort certaine. Il prépara son départ, rassembla ses affaires et se mit en route avec Kolskegger vers le port où un navire les attendait pour les emmener en Norvège. Son frère était déterminé à l'accompagner dans l'exil. Ils chevauchèrent vers le sud à travers les plaines islandaises. Le voyage était silencieux, chargé d'émotions. Gunnar jetait des regards en arrière, vers les terres qu'il avait toujours connues. Puis, alors qu'ils approchèrent de la côte, son cheval trébucha. Gunnar fut projeté de sa selle et se retrouva face contre terre. Se relevant, il se retourna et son regard tomba sur Lidarandi. Sa ferme, sa maison, se dressait sur la colline au loin. Les champs qu'il connaissait depuis l'enfance s'étendaient en contrebas, avec leurs teintes d'or pâle et leurs prairies fauchées. Les montagnes se profilaient à l'horizon, majestueuses et immuables. Le vent soufflait doucement à travers les herbes, créant des vagues dans la prairie. La cascade de Seljalandsfoss scintillait dans la lumière du soleil couchant. À ce moment précis, Gunnar prononça l'une des phrases les plus célèbres de toutes les sagas islandaises. Fögur hlidin svo admer, hafir hun aldrei jaffen fögur sinst, bleikir akrar en slegin tun, ogmun grida heim aftur, au fara vergi. Ma colline est si belle que je ne l'ai jamais vue aussi belle, avec ses champs pâles et ses prairies fauchées, et je vais rentrer chez moi et je n'irai nulle part. Kolskegger tenta de le raisonner. Il lui rappela la sentence, le danger, la mort certaine qui l'attendait s'il restait. Mais Gunnar était résolu. Il ne pouvait abandonner cette terre qu'il aimait plus que sa propre vie. Il dit à Kolskegger de partir sans lui
de vivre sa vie ailleurs. Kolskegr, le cœur brisé mais comprenant la décision de son frère, finit par accepter. Il continua seul vers le navire et quitta l'Islande, sachant qu'il ne reverrait jamais son frère vivant. Gunnar retourna à Lidarendi. Il savait ce qui l'attendait. Njal vint le voir et lui dit que Geir le prêtre rassemblait une bande d'hommes pour le tuer. Gunnar demanda à Njal de veiller sur son fils Högni après sa mort. Njal promit, les larmes aux yeux. Les deux amis se dirent adieu, sachant que c'était la dernière fois qu'ils se parleraient. L'automne arriva sur Lidarendi. Gunnar vivait ses derniers jours en paix relative, entouré de sa famille. Sa mère Ranveig était avec lui, ainsi que Halgerdur. Geir le prêtre, Gizur le blanc, Mord Valgardsson et Gunnar Lambasson rassemblèrent leurs forces. Plus d'une centaine d'hommes se réunirent, tous unis par le désir de tuer Gunnar. Certains voulaient revenger leurs proches, d'autres cherchaient la gloire de tuer le guerrier le plus célèbre d'Islande. La nuit de l'attaque, Gunnar dormait dans sa ferme. Son chien Sam, un molosse fidèle qui l'avait accompagné dans de nombreux voyages, montait la garde à l'extérieur. Les assaillants approchèrent discrètement dans l'obscurité. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas surprendre Gunnar si Sam donnait l'alarme. Un voisin de Gunnar, soudoyé ou menacé par les assaillants, attira Sam loin de la ferme avec de la nourriture. Une fois le chien éloigné, ils le tuèrent. Mais Sam, dans son dernier souffle, poussa un hurlement prolongé et puissant qui résonna à travers les collines. Ce hurlement réveilla Gunnar. Il bondit de son lit, saisit son arc et ses flèches et prit son adguerre. Il réveilla les autres occupants de la maison. Son frère Kolskegr étant parti en exil, Gunnar était seul pour défendre la ferme. Il prit position à l'étage de la maison, où il avait une vue dégagée sur les approches. Les assaillants commencèrent leur assaut. Thorgrimur et quelques éclaireurs s'approchèrent pour reconnaître les défenses. Gunnar attendit qu'ils soient à portée, puis d'un mouvement fluide, il passa son adguerre à travers une ouverture dans le mur et transperça Thorgrimur. L'arme traversa le corps du guerrier de part en part. Thorgrimur, mortellement blessé, retourna calmement vers ses compagnons. Ils lui demandèrent « Alors, Gunnar est-il chez lui ?» Thorgrimur répondit avant de s'effondrer mort. « Découvrez-le par vous-même, mais ce dont je suis sûr, c'est que son adguerre est chez lui. » Cette réplique célèbre montre le respect que même ses ennemis portaient au courage de Gunnar. L'assaut principal commença alors. Les attaquants se précipitèrent vers la maison, mais Gunnar les accueillit avec une pluie de flèches. Son arc chantait dans l'obscurité et chaque flèche trouvait sa cible. Les assaillants tombaient les uns après les autres. Gunnar tuait avec une précision chirurgicale. Il visait les points vitaux, ne gaspillant aucune flèche. Les attaquants tentèrent de s'approcher sous différents angles, mais Gunnar se déplaçait rapidement dans la maison, apparaissant à différentes fenêtres et ouvertures. Il abattit Aunund de Witchwood et blessa grièvement de nombreux autres hommes. Les assaillants commencèrent à comprendre qu'ils ne pourraient pas simplement forcer l'entrée tant que Gunnar avait son arc. Ils décidèrent alors d'une tactique plus audacieuse. Plusieurs hommes grimpèrent sur le toit de la ferme et commencèrent à arracher les tuiles et le chaume. C'était dangereux car Gunnar pouvait les toucher d'en bas, mais en attaquant simultanément de plusieurs directions, ils espéraient le déborder. Gunnar continuait à tirer, mais il ne pouvait être partout à la fois. Puis, dans le chaos du combat, sa corde d'arc se rompit. C'était le moment décisif. Sans corde, son arc était inutile. Gunnar avait besoin d'une corde de rechange immédiatement. Dans l'urgence, il se tourna vers Halgerdur. Il lui demanda quelques mèches de ses longs cheveux pour réparer la corde. Les cheveux humains, surtout ceux d'une femme aux cheveux longs et forts, pouvaient servir temporairement de corde d'arc. Halgerdur le regarda froidement. Elle se souvenait de la gifle qu'il lui avait donnée des années auparavant devant leurs invités. C'était l'humiliation qu'elle avait gardée au fond de son cœur, attendant le moment de se venger. Ce moment était venu. Elle répondit « Je me souviens de la gifle que tu m'as donnée, et je ne vais pas te donner mes cheveux. » Gunnar la regarda en silence. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement de la résignation. Il comprenait que c'était la fin. Il ne supplia pas. Il se détourna et saisit son adguerre et son épée. Si son arc ne pouvait plus le servir, il se battrait au corps à corps. Les assaillants, réalisant que le tir de flèche avait cessé, redoublèrent d'efforts. Ils arrachèrent davantage du toit,
créant des ouvertures par lesquelles il pouvait attaquer. Gunnar se battit avec une fureur désespérée. Son adguerre transperçait les ennemis qui tentaient de descendre par le toit. Son épée tranchait ceux qui forçaient les portes et les fenêtres. Le combat se poursuivit pendant des heures. Gunnar était partout, se déplaçant avec l'agilité qui l'avait rendu célèbre. Il bondissait, frappait, parait, dans un tourbillon de violence contrôlée. Les assaillants commençaient à hésiter. Beaucoup étaient déjà morts ou grièvement blessés. Ils n'avaient jamais imaginé qu'un seul homme pourrait leur résister aussi longtemps. Mais Gunnar était humain. La fatigue commençait à l'alourdir. Ses bras devenaient pesants. Les blessures qu'il avait reçues ralentissaient ses mouvements. Les attaquants, constatant son affaiblissement, concentrèrent leurs efforts. Ils attaquèrent de toutes les directions à la fois, ne lui laissant aucun répit. Finalement, Gunnar Lambason, l'un des meneurs de l'assaut, réussit à passer son bras à travers une fente du mur et transperça Gunnar avec une lance. D'autres coups suivirent de différentes directions. Gunnar, couvert de blessures, continua à se battre encore quelques instants, mais son corps ne répondait plus. Il s'effondra enfin à l'intérieur de sa maison. Sa mère Ranveig, témoin de la mort de son fils, agit alors avec une présence d'esprit remarquable. Elle arrangea le corps de Gunnar de façon à ce qu'il soit assis droit contre le mur, la tête haute, les yeux ouverts et vigilants, son adguerre toujours en main. Quand les assaillants entrèrent prudemment dans la maison, ils virent Gunnar dans cette position et crurent un instant qu'il vivait encore. Plusieurs reculèrent, terrifiés à l'idée qu'il puisse se relever et les poursuivre. Ce n'est qu'après avoir confirmé qu'il était vraiment mort qu'ils se retirèrent. Le bilan était terrible. Des sources de la saga rapportent que Gunnar avait tué 2 hommes et blessé grièvement 16 autres pendant cette bataille finale. D'autres sources mentionnent que 12 assaillants furent tués au total. Les survivants, ébranlés par les pertes subies, quittèrent Lidarendi dans le silence. Ils emportèrent avec eux l'Atgeir de Gunnar. Ce trophée fut plus tard présenté à l'Althing comme preuve de sa mort et pour réclamer une résolution légale. Mais même là, l'arme suscita l'admiration. Les marques visibles sur le métal témoignaient de la résistance héroïque de Gunnar. Les Islandais, même ceux qui l'avaient combattu, ne pouvaient s'empêcher de respecter sa bravoure. Après le départ des assaillants, les proches de Gunnar vinrent récupérer son corps. Selon la tradition, il fut enterré sous un grand tumulus dans un pré au nord de la ferme, le Gunnarshögar. Ce tertre devint un lieu de mémoire où les générations futures venaient à se recueillir. Une légende raconte que quelque temps après sa mort, Skarphedin Njálsson et Högni Gunnarsson virent le tumulus s'ouvrir. À l'intérieur, Gunnar était assis, le visage joyeux, chantant une chanson à la lumière des torches. Puis le tumulus se referma. Cette vision fut interprétée comme un signe que Gunnar était heureux dans l'au-delà, que son courage lui avait valu une place au Valhalla parmi les héros. La mort de Gunnar n'a pas mis fin à la spirale de violence qui déchirait l'Islande. Skarphedin et Högni ont vengé sa mort en tuant Starkadur et Thorgeir Starkadarsson, alimentant encore davantage le cycle des vendettas. Les fils de Njal se sont retrouvés impliqués dans des conflits avec Thrain Sigfusson dans les Orcades, et Mord de Valgardsson a orchestré le meurtre de Höskuldur Thrainson le Godi, le frère adoptif des Njálsson, pourtant vertueux. Ce meurtre a tourné les Sigfusson et le chef Flosi contre les Njálsson. La vendetta a culminé dans l'incendie de Bergtorshvoll, où Flosi et 100 hommes ont assiégé la ferme de Njal. Incapables de vaincre les défenseurs par les armes, ils ont mis le feu à la maison. Bergthora a refusé de fuir et s'est couché avec Njal et leur petit-fils Thordur sous une peau de bœuf. Kari Sölmundarsson s'est échappé à travers les flammes, mais Skarphedin et Grimur sont morts dans l'incendie. Quand le feu s'est éteint, les corps de Njal, Bergthora et Thordur étaient miraculeusement intacts sous la peau ratatinée. Le destin tragique de Gunnar est devenu un symbole puissant dans la culture islandaise, illustrant les dangers d'une société dominée par l'honneur et la vengeance. Après l'incendie, Kari a cherché justice plutôt que simple vengeance sur les conseils de Thoralur Asgrims. Le procès complexe au Lögrétta a montré les limites du système légal face aux pressions des vendettas. Finalement, les incendiaires ont été condamnés à l'exil, bien que Kari ait continué sa quête de vengeance personnelle. Le titre mentionne 40 hommes tués par Gunnar.
Ce chiffre provient de l'ensemble de ses combats. 10 à 15 hommes dans les batailles navales en Scandinavie, 4 à 5 lors de l'embuscade contre Otkell, 7 dans le combat contre les 14 assaillants de Starkadur, 2 ou 3 contre Thorgeir Otkelsson, plusieurs à la bataille de Ranga et une dizaine lors de sa défense finale à Lidarendi. Cette estimation entre 30 et 45 victimes n'est pas présentée pour glorifier la violence, mais pour comprendre l'ampleur des conflits et comment chaque mort créait de nouvelles dettes de sang impossibles à effacer. L'histoire de Gunnar enseigne plusieurs leçons intemporelles. Premièrement, elle illustre les dangers d'un système de justice basé sur la vengeance personnelle plutôt que sur des institutions neutres. Dans l'Islande du Xe siècle, sans police ni État centralisé, la justice dépendait des familles, créant des cycles de violence impossibles à arrêter. Deuxièmement, elle montre le conflit entre valeurs individuelles et pression sociale. Gunnar détestait tuer et cherchait la paix, mais sa société valorisait l'honneur au-dessus de tout. Il était pris entre sa sensibilité et les normes de masculinité de son époque, prouvant qu'un homme pouvait être à la fois sensible et courageux. Troisièmement, l'amitié entre Gunnar et Njal démontre que des liens authentiques peuvent survivre même dans une société déchirée. Leur amitié a transcendé les meurtres entre leurs familles, montrant qu'il était possible de choisir la loyauté envers un ami plutôt que la loyauté aveugle envers son clan. Quatrièmement, le choix de Gunnar de rester à Lidarendi pose des questions sur ce qui donne sens à la vie. Pour lui, vivre sans sa terre n'était pas vraiment vivre. Son attachement n'était pas sentimental, mais définissait son identité même. Cette question résonne aujourd'hui dans un monde globalisé où les racines semblent moins importantes. Cinquièmement, le rôle de Hallgerdur soulève des questions sur le pardon et la rancune. Elle a conservé sa colère pendant des années et a choisi la vengeance même si cela signifiait la mort de son mari. Sa réputation fut à jamais ternie par ce refus de donner ses cheveux. Enfin, Gunnar nous enseigne le courage face au destin. Il savait qu'en restant, il mourrait, mais il a choisi consciemment de défendre ses valeurs. Ce n'était pas un suicide, mais l'acceptation du risque de mort comme prix de sa décision. Les Islandais croyaient à la bonne mort au combat, et Gunnar a incarné parfaitement cette philosophie. L'histoire de Gunnar fut transmise oralement pendant 2 siècles avant d'être écrite dans la saga de Njal au XIIIe siècle. La saga devint l'une des œuvres les plus célèbres de la littérature islandaise, lue de génération en génération. Au XIXe siècle, Gunnar fut élevé au statut de héros national quand l'Islande affirmait son identité sous domination danoise. Aujourd'hui, les visiteurs viennent encore à Lidarendi, où une église construite en 1897 marque l'emplacement de l'ancienne ferme. Le tumulus de Gunnar, bien que plus visible, reste un sol sacré où histoire et mythe se rencontrent. L'histoire de Gunnar n'est pas simplement une aventure viking. C'est un récit explorant l'amitié et la trahison, le courage et la peur, la vie et la mort. Gunnar était extraordinairement capable mais profondément humain, le plus grand guerrier qui détestait tuer, capable de résister à 100 ennemis mais incapable de résister à l'appel de son foyer. Il n'était pas parfait. Ses erreurs le rendent plus humain. Épouser Hallgerdur malgré les avertissements, la gifler publiquement, tuer malgré les prophéties, refuser l'exil. Mais sa fin tragique n'est pas une punition morale. C'est l'histoire d'un homme pris dans les contradictions de son époque, dont les qualités qui le rendaient admirable le rendirent aussi vulnérable. Fögur er lidin. Ma colline est si belle. Ces mots résument tout, une déclaration d'amour pour un lieu, l'affirmation que certaines choses sont plus importantes que la survie, un choix conscient de la beauté plutôt que du compromis. C'est un moment de pure humanité qui transcende les siècles. L'histoire de Gunnar reste pertinente tant que les humains devront choisir entre sécurité et principe, entre vie et honneur, entre compromis et authenticité. Sur la colline de Lidarendi, l'esprit de Gunnar vit encore, rappelant que certaines valeurs valent tous les sacrifices.